Donc du Maroc qui frappe aux portes de la CEDEAO. Monsieur Camara, est-ce logique, est-ce normal qu'un pays maghrébin tente de commercer et d'entrer dans cet espace CEDEAO qui géographiquement appartient aux pays de la zone et non pas à un pays qui se situe de l'autre côté donc du septentrion africain? Merci. Je pense que la question est tellement directe que la réponse doit être directe. Est-ce que logique? Non. Parce que, du point de vue de l'organisation territoriale de l'Afrique, fondée par les décideurs, donc les chefs d'État et de gouvernement, qui sont au niveau de l'Union africaine, le continent africain a été divisé en 5 pôles. Ces 5 pôles, c'est le Maghreb, l'Union du Maghreb arabe, comprenant donc tous ces pays qui se trouvent au niveau de la bande nord contiguë à la Méditerranée. Vous avez les pays donc de la CEDEAO en Afrique occidentale. Vous avez donc les pays de la SADC qui se trouvent en Afrique occidentale. Et vous avez les pays de l'Afrique orientale et les pays donc de l'Afrique centrale. Eh bien, dans cette division, naturellement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'adhésion à une entité se fait sur la base justement donc du découpage géographique. Ça, ce sont les normes établies. Il y a des conditions de sortie, mais les conditions d'adhésion sont naturelles. Juridiquement, le Maroc ne peut pas entrer dans l'espace CEDEAO, juridiquement. Sauf si maintenant donc, les chefs d'État décident de tordre carrément le cou à la loi, donc au droit, et aussi de torpiller les décisions de l'organisation, disons, de l'organisation mère africaine, qui est l'Union africaine, qui avait pris cette décision. Donc si la CEDEAO se permettait donc de prendre une décision, et cette décision va à l'encontre directement de la configuration géographique tracée par l'Union africaine. Je voudrais dire que simplement, cette stratégie donc, du Maroc ne date pas d'aujourd'hui. Sa volonté de pénétrer l'Ouest africain et d'avoir vraiment une mainmise sur l'économie de l'Ouest africaine ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé en 1577. Déjà. C'est ça qui était à l'origine donc du conflit qu'il a opposé à l'Empire Sonrail. En 1577 déjà, le Maroc avait envoyé donc des troupes pour occuper donc les mines de sel du Tegaza. Ils ont échoué lamentablement. Mais ils n'ont pas renoncé à ce projet-là. Avec Ahmed Kad al-Mansour al-Sadi, naturellement, ce souverain-là a dû recruter donc des mercenaires de l'Espagne, de l'Italie, et ils ont constitué donc une troupe qui est allée en 1591 à l'assaut de l'Empire Sonrail. Et quand ils sont arrivés à défaire l'Empire Sonrail, 3000 soldats disposant donc d'armes à feu ont fini par défaire 30 000 soldats. Malgré la stratégie développée par l'Empire Sonrail à cette époque-là, n'est-ce pas, en envoyant donc des troupeaux de bœufs qui ont cherché vraiment donc à créer la diversion dans le camp marocain. Malheureusement, les armes à feu ont fini par avoir raison justement donc de ce troupeau de bœufs qui s'est retourné contre justement le Sonrail. Et quand il y a eu donc ce que l'on appelle la bataille de Tondibi, le 12 avril 1591, il y a eu la défaite de l'Empire Sonrail. Et cette défaite de l'Empire Sonrail a fini par créer ce que l'on appelle 12 principautés que le Maroc a créé en confiance là vraiment donc aux militaires qui étaient donc dans la troupe qui est venue vraiment donc mener la guerre à l'Empire Sonrail. Et quand cela a été fait, ces 12 principautés-là maintenant prenaient ce que l'on appelle les matières premières et les envoyaient dans les ateliers donc du Maroc. Le Maroc fabriquait tout ce qu'il y avait comme produit fini et donc les produits manufacturés et les renvoyait justement donc dans cet espace-là. L'Empire Sonrail a été affaibli ainsi, qui était donc le dernier grand empire multilingue, multiethnique, multiracial, etc. et qui tenait vraiment donc face justement donc à cette stratégie latente donc de l'Occident. Mais lorsque le Maroc a déstructuré donc l'Empire Sonrail, immédiatement c'était la voie à la pénétration coloniale.
La colonisation s'est fait jour grâce au fait que vraiment donc le Maroc a eu à déstructurer cet empire-là face à Askia Mohamed. Et c'est ça que nous craignons aujourd'hui. Que le Maroc ne soit donc le cheval de Troie justement donc de l'Europe. D'où la pertinence de la question ou de l'interrogation de M. Samb. Qu'est-ce que nous faisons pour contenir ce Maroc impérialiste qui risque de happer les économies de la sous-région? Alors, ce que nous sommes en train de faire, il faut dire qu'est-ce que les chefs d'État sont en train de faire. Aujourd'hui, vous avez nos secteurs privés qui sont très fragilisés. Et cela me ramène justement donc à faire toujours cette comparaison-là avec l'époque donc de l'Empire Sonrail. L'économie de l'Empire Sonrail avait été fragilisée par le fait simplement que donc des comptoirs ont été installés donc sur les côtes par les Portugais, les Espagnols, etc. et les Anglais. L'or qui était dans les Mexicains et l'argent qui était donc dans les Incas avait commencé justement donc à venir en Afrique par les caravelles. Et à partir du moment que les caravelles ont installé ces phénomènes-là donc sur les comptoirs, naturellement l'économie de l'Empire Sonrail, qui regroupait l'essentiel donc des États de l'Afrique occidentale actuelle, n'est-ce pas, et leur pôle d'influence, s'est effondré. Parce que l'or du bambou, du bourré et du galam n'avait plus de prix. Le sel qui avait vraiment donc de la valeur à cette époque-là, eh bien donc les mines donc de sel du Tegaza ont été vraiment colonisées par le Maroc, qui en a fait vraiment donc sa chasse gardée, et va plus loin même d'ailleurs avec les mines de Taoudéni. Donc si vous regardez, qu'est-ce que nos chefs d'État sont en train de faire? Ils sont en train justement donc de livrer nos pays pieds et mains. Le peu de progrès que le secteur privé a fait donc dans ce pays-là va être complètement donc déstructuré, à mon avis. L'économiste pourra nous intégrer quelqu'un dans une famille, il vient avec son éducation qu'il a subi ailleurs. Donc quand vous intégrez un pays dans un espace organisé, il vient avec ses problèmes. Et vous êtes obligé de partager ces problèmes, parce qu'il ne les laisserait pas derrière. Le conflit qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, qui s'est prolongé au niveau de la République arabe sahraoui démocratique, notamment avec le Front Polisario, c'est déporté aussi au niveau du Mali, du Nord Mali. Parce que n'oublions pas que l'essentiel des ténors qui gèrent aujourd'hui ces mouvements djihadistes là-bas ont fait leurs armes au niveau du Front Polisario, pour l'essentiel. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas que le Maroc qui veut adhérer. La Tunisie demande, l'Algérie aussi, en sourdine. Naturellement, donc, c'est les problèmes de l'Union du Maghreb arabe, insolubles, qui vont être transposés au niveau de la CEDEAO. Avec l'intégration vraiment de ces... Et ces pays-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est une zone de libre-échange. En réalité. Or, l'économiste qui est là, il peut nous développer, donc naturellement, sur les tarifs extérieurs communs et les tarifs douaniers marocains. Quelles sont les similitudes, quelles sont les ressemblances, quelles sont les dissemblances? Et comment il faudra vraiment donc créer les conditions pour favoriser, mais le plus important surtout qu'il faut retenir, c'est qu'il l'a souligné, le Maroc a des problèmes de chômage criard, comme tous les pays africains, mais le Maroc considère que la population ouest-africaine qui se trouve donc dans les pays de la CEDEAO n'est pas un problème mais une dividende. À exploiter. Alors que la plupart de nos chefs d'État considèrent que c'est un problème. Et c'est ça, c'est par là que le bas blesse. Justement, on parlait d'économie avec le professeur Malick Ndiaye tout à l'heure. Mansour Samb, le Maroc veut se positionner en plateforme du commerce trilatéral Chine, Afrique, Europe. Et à ce niveau, le port de Tanger va jouer un rôle extrêmement important. On se rend compte que le roi est plus obnubilé par des problèmes géopolitiques, géostratégiques et économiques que par je sais pas, le développement de nos pays. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, Monsieur Camara, le Maroc refuse de faire, en tout cas de continuer la politique de la chaise vide. Il a pendant des années laissé le champ libre à l'Algérie et au Polisario. Aujourd'hui, il revient au devant de la scène. C'est comme une stratégie de contournement en fait. En réalité, il faut comprendre que ça s'inscrit dans une logique de développement du Maroc.
Je vous ai cité donc le cas du sultan Ahmed IV Al-Mansour. Il y a eu le cas de Hassan II. Et après justement cette politique de la chaise vide, ils ont compris et très rapidement ils sont revenus. Et quand l'économiste Sam le dit, l'économie est d'une importance capitale dans le développement justement d'une nation. Et au stade actuel, si vous prenez le roi actuel du Maroc, Mohamed VI, sa thèse d'État porte sur justement donc les aspects de la conquête de cet espace-là. Il l'a fondé dans un document qui se trouve être sa thèse d'État. Et il parle de conquête de l'espace. Autrement dit, ce qu'il faut voir donc dans cette volonté donc du Maroc, face à la concurrence turque, et c'est au XVIe siècle aussi, il y avait cette concurrence turque, parce que les Turcs bousculaient les Marocains en son temps. Donc, la comparaison historique ou géopolitique de ces deux situations-là, je suis très à l'aise pour le dire. Dans la mesure où, aujourd'hui, quand vous avez comment on appelle le roi qui fait une thèse d'État, il est accompagné en tout par ses camarades d'enfance qui ont été préparés à cela. Le Maroc va directement vers ce que l'on appelle la vassalisation économique de nos États. Si nous leur acceptons, nos chefs d'État acceptent vraiment donc leur entrée. Il l'a dit, 63% donc des actifs bancaires de ce pays-là sont détenus par le Maroc. S'ils viennent, ce n'est pas pour financer les entreprises sénégalaises, c'est pour financer des entreprises marocaines pour faire leur business. En réalité, c'est prendre toujours donc nos pays qui sont très riches en ressources minières, en ressources naturelles, les exporter donc de l'autre côté, transformer. Mais il y a 100 pays dans le monde qui ont des problèmes de sécurité alimentaire et qui aujourd'hui font confiance justement donc à des pays comme le Maroc pour les tirer d'affaire. Je vous cite le cas simplement donc de la Somalie par exemple. Pourquoi les États-Unis avaient programmé la guerre en Somalie? C'est parce que la Somalie à cette époque-là était le seul pays qui fournissait aux pays arabes musulmans du Proche et du Moyen-Orient de la viande. L'industrie de la viande était détenue par la Somalie. Son économie fonctionnait sur la base de l'élevage. Et qu'est-ce qui est arrivé? Puisque les multinationales de l'agroalimentaire ne pouvaient pas pénétrer ce marché-là à cause du halal, mais ils ont programmé donc la guerre, déstructuré l'État somalien, et ils ont récupéré cela en créant des entreprises avec des joint ventures pour créer donc ce qu'on appelle les charcuteries Koutoubia, qui font du halal. Sans le halal, quelque part. Eh bien, naturellement, le même phénomène-là risque donc d'arriver par d'autres biais, naturellement, par une forme civilisée, puisque la politique, elle se fait autrement. Donc la guerre est une forme donc de faire la politique. Mais cette fois-ci, l'économie aussi est une sorte, est un moyen de faire la politique. Et particulièrement de la politique internationale, c'est ce que le Maroc est en train de faire. Et peut-être qu'à partir du moment où ça va se faire, il l'a souligné tantôt, et c'était donc dans nos raisonnements, avec les phénomènes de joint venture, naturellement, l'essentiel donc des entreprises européennes qui sont en accord avec le Maroc vont pénétrer donc le marché ouest-africain. Et donc le Maroc, qui avait créé justement donc la déstructuration de l'Empire Songhai pour permettre justement à l'Occident, aux pays européens vraiment de coloniser les pays africains, et particulièrement l'Afrique occidentale, eh bien naturellement, c'est ce même Maroc-là justement qui est à l'affût, et les pays occidentaux sont derrière. Quand ils vont croître, la stratégie européenne est beaucoup plus forte que justement un seul pays. Alors, et ils vont faire une mainmise complètement donc dans nos entités, et la recolonisation est venue. Tout ce que disait donc Donald Trump, c'est ça qui risque d'arriver.